Le général est mort les yeux ouverts. Pas la bouche tordue par l'effort, pas le souffle court de l'agonie, pas même la grimace d'un homme qui souffre. Non. Sur son visage, la rigidité d'une autre nature, celle de la compréhension. Comme si, dans les toutes dernières secondes où le sang quittait encore son cerveau, il avait vu quelque chose, et que cette vision avait figé chaque muscle de son visage dans une expression que personne, dans cette chambre d'hôpital soviétique d'octobre 1989, n'avait jamais vue auparavant. L'infirmière de garde s'en souviendrait des années plus tard. Elle dirait simplement que le général Evgeny Liventsov n'avait pas peur. Il avait compris. L'infirmière s'appelait Zina. Elle travaillait de nuit à l'hôpital militaire, service de neurologie. Elle avait entendu ces derniers mots. Elle les avait notés, sans y penser, sur le coin d'une feuille de garde, comme on griffonne l'heure d'une mesure de tension. Elle ne savait pas encore qu'elle tenait là le début d'une légende. « Je pensais que tout cela n'était qu'un songe », avait murmuré le général, chaque syllabe arrachée à un poumon qui ne lui appartenait déjà plus. Toute ma vie, j'étais convaincu que c'était un songe, qu'au réveil tout changerait. Mais je me trompais. Il est trop tard maintenant. Bien trop tard. Et sa tête avait glissé sur l'oreiller. Et ses yeux s'étaient figés, ouverts, fixant le plafond de cette salle où l'on avait tenté, pendant des heures, de rappeler une vie qui semblait ne plus vouloir de ce corps. 3 étages plus haut, dans une autre chambre, sa femme, Maria Ilinichna, neurochirurgienne de profession, attendait. Les médecins avaient été honnêtes avec elle. Maria Ilinichna était des leurs, elle parlait leur langage, elle n'avait pas besoin qu'on lui mente. Le scanner n'avait laissé aucun doute. Un vaisseau s'était rompu, quelque part dans la profondeur de l'hémisphère gauche, à 7 heures du matin, tandis que le général se tenait debout dans sa cuisine, en train, probablement, de préparer son thé. Sa femme l'avait retrouvé sur le sol, côté gauche paralysé, bouche de travers, yeux déjà vitreux. L'ambulance avait mis un quart d'heure. Dans la ambulance, on lui avait posé des perfusions, on l'avait intubé. À l'hôpital, on l'avait plongé dans un coma pharmacologique, on lui avait administré des corticoïdes à haute dose contre l'œdème, des injections, des inhalations, des décharges électriques sur un cœur qui rechignait. En 9 jours, la situation devait se clarifier, avaient dit les médecins. 9 jours, c'était le délai qu'ils s'étaient fixé. Au-delà, il faudrait prendre une décision. Maria Ilinichna avait hoché la tête. Un accord conclu avec son mari, dans leur jeunesse, prévoyait qu'on n'entretiendrait pas une vie devenue végétale. Un homme réduit à un tronc relié à des tuyaux n'est plus un être humain. Ils s'étaient mis d'accord là-dessus, à une époque où la mort leur semblait encore lointaine. Le neurologue en chef s'appelait Sergueï Molchanov. 50 ans de carrière. 50 ans à regarder la matière cérébrale se dégrader, à comptabiliser les séquelles, à rédiger des pronostics. 50 ans à annoncer à des familles que leur père, leur mère, leur enfant ne serait plus jamais celui qu'il avait été. Quand il avait examiné Liventsov à son arrivée aux urgences, il avait déclaré, devant ses jeunes assistants, quelque chose que l'on cite encore dans cet hôpital. S'il se réveille, il ne sera pas un être humain au sens où nous l'entendons normalement. Et, devant l'insistance d'une interne qui n'osait pas comprendre, il avait ajouté « Son cerveau est mort. Nous nous battons avec un cadavre. Maintenir une vie dans cet état n'est pas un miracle. C'est un crime contre sa dignité d'homme. » Au matin du 9e jour, Maria Ilinichna est entrée dans la chambre comme on entre dans une chapelle. Elle s'est assise au chevet. Elle a regardé l'écran des scopes. Pouls filant. Respiration artificielle. Activité cérébrale au niveau d'une plante verte. Elle a pris la main de son mari dans la sienne. La main était froide. Et puis, à 7 heures du matin précise, 9 jours jour pour jour après l'attaque, le général Yevgeny Liventsov a ouvert les yeux. D'un coup, d'un seul mouvement, comme si quelqu'un, de l'autre côté, avait actionné un interrupteur. Ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient jamais été,
Maria Ilinichna le dirait plus tard, plus clair qu'avant l'attaque, plus clair que dans ses souvenirs de jeunesse. Le général a tourné la tête vers sa femme. Sa tête a obéi. Le côté gauche, celui qui était censé être mort, a répondu à la commande. Molchanov est arrivé en courant. Il a sorti son marteau neurologique. Il a promené la lumière dans les pupilles. Il a demandé au général de serrer sa main, de tirer la langue, de compter à rebours à partir de 100. Tout fonctionnait. Le scanner, refait dans l'heure, montrait la même zone morte à la même place. Un territoire nécrosé, exactement comme on l'avait décrit 8 jours plus tôt. Pourtant, cet homme bougeait, parlait, reconnaissait chaque personne de l'équipe. Molchanov, dans le couloir, les bras le long du corps, a prononcé cette phrase que ses collègues n'oublieraient pas. C'est un miracle médical. En 50 ans de carrière, je n'ai rien vu de tel. Les heures qui ont suivi ont apporté autre chose. La presse a appris l'histoire. Un général soviétique, vétéran, scientifique militaire, frappé d'un accident vasculaire cérébral massif, condamné par les plus grands cerveaux de l'hôpital, qui se réveille parfaitement. Le journal local a publié un entrefilet. Le lendemain, c'était la une de la presse du pays. Des journalistes ont campé devant l'établissement. On a interviewé Molchanov, on a interviewé la femme, on a interviewé le général lui-même, assis dans son lit, le regard encore incrédule, un peu étonné d'être vivant. Et c'est au milieu de ce vacarme que le général s'est tourné vers Maria Ilinichna et lui a demandé très simplement du papier et un crayon. Le papier, c'était un cahier d'écolier, à petits carreaux, récupéré on ne sait où dans le service. Le crayon, un simple crayon à mine de graphite, taillé avec un canif. Le général a commencé à écrire dans la nuit qui a suivi son réveil. Il n'a pas arrêté. Pendant 24 heures d'affilée, sa main a couru sur les pages, d'abord maladroitement, puis de plus en plus assurée, le tracé durcissant à mesure que les heures passaient. Maria Ilinichna veillait. Les infirmières aussi. Parfois, l'une d'elles s'approchait, lui proposait une pause, un verre d'eau, une couverture. Il le refusait d'un geste, sans lever les yeux. Les médecins du service, intrigués, ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin à la séance. Il fallait l'examiner, il fallait le nourrir, il fallait vérifier ses constantes. Maria Ilinichna s'est interposée. Devant le neurologue, devant l'anesthésiste, devant le chef de service. Laissez-le écrire. Il est passé par quelque chose. Il n'est pas revenu ici pour rien. Laissez-le écrire. Et, dit-on, Molchanov lui-même a reculé. Comme si quelque chose, dans la voix de cette femme qu'il connaissait depuis 30 ans, l'avait convaincu qu'on ne soignait pas un homme en lui confisquant sa main. Le surlendemain, au matin du 3e jour d'écriture, on a fait venir un psychiatre. Tous les diagnostics possibles avaient été évoqués dans le service. Psychose post-AVC, délire mystique, syndrome de Kandinsky, état maniaque, décompensation psychotique chez un sujet âgé. Le psychiatre s'est présenté avec son lot de tests, de questionnaires, de grilles de lecture. Il a demandé à voir ce que le général avait écrit. Il a ouvert le premier cahier. Il a lu. Et plus il tournait les pages, plus son visage changeait. Au bout de 2 heures, il a reposé le cahier, s'est levé, et a prononcé cette phrase devant toute l'équipe rassemblée. C'est impossible. Tout simplement, cela ne peut pas être. Que contenait ce cahier, qui poussait un psychiatre hospitalier à sortir de cette convention qu'est le doute professionnel? Selon les témoins de l'époque, et selon la version qui circule depuis, le texte n'avait rien d'un délire. On n'y trouvait ni le chaos syntaxique d'une psychose, ni la logorée incohérente d'un état maniaque, ni les intuitions fulgurantes suivies de ruptures propres à la schizophrénie paranoïde. Le texte avait une structure, un début, un milieu, une progression. Chaque phrase amenait la suivante. Les chapitres s'enchaînaient. Et, surtout, le sujet traité n'était ni la maladie, ni l'hôpital, ni la peur, ni le visage des médecins. Le sujet, c'était ce que Liventsov disait avoir traversé, ce qu'il prétendait avoir vu, dans ses heures de coma,
au-delà du tuyau qui le reliait au respirateur. Ce qui attend, ce qui arrive, ce qui se passe après. Les témoins qui ont lu ces pages, dans les jours suivants, disent avoir éprouvé une impossibilité physique à continuer. Non pas parce que le texte était insupportable, mais parce qu'il était vrai. Quelques pages aussi concernaient autre chose, un message plus vaste, plus général. Quelque chose comme un avertissement sur le moment où nous sommes, en tant que civilisation, au bord d'un précipice. Une description de l'avenir, ou plutôt d'une trajectoire que nos sociétés suivraient si elles continuaient dans la direction présente. Un scénario catastrophe articulé avec la précision d'un rapport militaire qui ressemblait davantage à un diagnostic de médecin qu'à une prophétie mystique. Les exemplaires ont commencé à tourner. D'abord entre médecins, de main à main, prêtés une nuit, rendus le lendemain. Puis entre collègues, entre familles. Les copies, manuscrites, circulaient comme une marchandise de contrebande, transmises par lettres, recopiées à la main par ceux qui en avaient le courage, glissées dans des enveloppes, recommandées, lues dans des cuisines, le soir, à voix basse, avec la même inquiétude sourde que celle des premiers chrétiens lisant les évangiles dans les catacombes. Une rumeur a commencé à courir dans les cercles scientifiques et militaires du pays. À l'hôpital, un général a écrit quelque chose. Quelque chose qu'on n'ose pas publier. Quelque chose que tous ceux qui l'ont lu ne peuvent pas oublier. Quelque chose qui était, paraît-il, la description de ce qu'il y a après. Dans les jours qui ont suivi, des médecins ont quitté l'hôpital. Pas tous, plusieurs, pas pour changer d'établissement, pour ne plus avoir à lire. Parce qu'à chaque page tournée, quelque chose se fissurait. Le matin même où l'on a appris que le célèbre cas Liventsov circulait désormais dans les sphères académiques sous le manteau, le service de neurologie de cet hôpital militaire est devenu un lieu étrange, plein de regards qui se croisent et se détournent, de conversations entamées et jamais terminées, de portes que l'on referme plus vite qu'à l'ordinaire. Et pendant ce temps, sur son lit, le général Evgeny Liventsov continuait d'écrire, crayon à la main, cahier d'écolier sur les genoux, avec une régularité de métronome. Ses yeux fixaient la page, mais ne la voyaient pas. Son visage était lisse, sa respiration ralentie, comme si, désormais, ce n'était plus lui qui écrivait, comme si sa main n'était qu'un outil, traversé par quelque chose d'autre, qui savait ce qu'il fallait dire, et ne supportait pas d'interruption. La suite, on la racontera plus tard. Qui était vraiment Evgeny Liventsov ? Pourquoi le choix de cet homme, précisément cet homme-là ? Comment la guerre, les projets secrets, l'enfance sous le blocus de Leningrad avaient façonné un homme dont chaque pensée avait une cause, et qui, jusqu'au dernier jour, se disait matérialiste. Pourquoi le hasard a-t-il voulu que le dernier général soviétique, touché par une mort presque totale, soit aussi l'un des moins enclins, de toute sa génération, à croire ce qu'il allait finir par écrire. Mais pour l'instant, dans cette chambre d'hôpital du mois d'octobre 1989, il y a un cahier ouvert, un crayon à la mine de graphite, une femme qui regarde dormir son mari, et une question que personne, ni les médecins, ni les psychiatres, ni les espions de l'ombre qui viendront plus tard, ne peut encore formuler à voix haute. Evgeny Liventsov est né en 1931. Les historiens qui se sont intéressés à lui, ils sont pas nombreux, parce que la majeure partie de sa carrière reste classée dans les archives militaires russes, s'accordent sur ce point. Leningrad était encore Leningrad, la ville s'appelait du nom de celui qui venait d'y mourir. Yevgeny avait 8 ans quand le blocus a commencé. 8 ans, c'est l'âge où l'on apprend à marcher sur la glace pour rapporter un seau d'eau. C'est l'âge où l'on apprend aussi qu'un corps humain, quand il ne mange plus assez longtemps, commence à se dévorer de l'intérieur. Il a survécu. C'est tout ce qu'on sait avec certitude de cette période. Aucune photo d'enfant, aucun récit de la mère, aucune lettre. Les archives de la ville, à cette époque, ne s'embarrassaient pas des enfants qui mouraient dans les immeubles. Liventsov, lui,
et passait entre les gouttes. D'autres gamins de son immeuble, à qui il avait joué aux osselets dans la cour l'automne précédent, ne sont pas revenus. On l'imagine mal, aujourd'hui, reconstruire ce que cet hiver a fait dans sa tête. Mais il a fallu bien plus que le blocus, semble-t-il, pour défoncer le mécanisme mental qui est devenu, plus tard, sa marque. Le jeune Yevgeny, disent ceux qui l'ont connu adolescent, regardait le monde comme on regarde un problème de mathématiques. Chaque événement avait sa cause. Chaque cause avait sa chaîne derrière elle. Les miracles, les coïncidences, les pressentiments, tout ce qui relève du flou et de l'intuition, il rangeait cela dès l'adolescence dans la catégorie des racontards. À la maison, on ne parlait pas de religion. Sa mère, ouvrière dans une usine, n'avait pas le temps pour ces choses-là. Son père, qu'il a à peine connu, ne lui avait rien transmis sur le sujet. Et Livensov, en grandissant, a construit seul, par la lecture, par l'étude, par une espèce de discipline intérieure, sa propre grille du monde. Une grille strictement matérielle. Le monde est ce que les sens perçoivent. Ce qui ne se voit pas, ne se pèse pas, ne se mesure pas, n'existe pas. Et ce qui existe se laisse, en dernière instance, expliquer par la physique, la chimie, la logique. Ce garçon devient un homme, et cet homme s'engage dans l'armée à 17 ans. La guerre, pour lui, n'a rien eu de mystique. Ce n'était pas pour lui une épreuve sacrée, ni un combat contre des démons. C'était un travail. Un travail terrible, évidemment. Un travail où l'on envoyait des hommes mourir pour des lignes sur une carte, où l'on ajustait la puissance de feu comme on ajuste le tir d'un canon. Mais un travail. Il devient officier, il commande des unités, il apprend à lire des cartes en tenant compte du froid, du vent, du moral de la troupe. Il apprend à dormir 3 heures par nuit, à reconnaître le bruit d'un obus qui va tomber près de soi, à distinguer, dans un compte-rendu de bataillon, la phrase exacte qui cache un mensonge. Il ne prie pas. Il ne promet rien aux icônes, il calcule. Et le calcul, dans la majorité des cas, suffit à vous ramener vivant. Le matérialisme pour le jeune Livensov, ce n'est pas une doctrine confortable. C'est un outil de survie. Un outil qui fonctionne. Il lui permet de dormir la nuit, pendant que d'autres, à côté de lui, prient pour survivre. Après la guerre, il reste dans l'armée. La carrière militaire soviétique à cette époque ne manque pas d'officiers intelligents qui ont fait leurs preuves sur le terrain. On lui propose de poursuivre dans la voie du commandement, mais Livensov n'a pas le profil. Il ne crie pas, il ne fait pas de discours, il ne mâche pas la courroie de ses hommes. On lui propose plutôt ce qui correspond mieux à son caractère, la recherche scientifique militaire. Pendant près de 40 ans, il travaille dans des laboratoires fermés, sur des projets dont la plupart sont encore aujourd'hui classés. On ne saura probablement jamais précisément ce qu'il a conçu, ce qu'il a validé, ce qu'il a dirigé. Ses collègues, ceux qui ont travaillé avec lui, parlent d'un homme qui entrait dans un dossier comme on entre dans une pièce bien rangée. Il repérait tout de suite l'incohérence, la faille, le chiffre qui ne collait pas avec les autres. Un collègue, retraité depuis longtemps, qui préfère aujourd'hui encore garder l'anonymat, le décrit en une phrase. Quand Livensov ouvrait un dossier, le dossier avait intérêt à être solide. Sinon, il le refermait en 2 minutes et vous demandait ce que vous faisiez dans cet institut. À côté de cet homme, il y a Maria Ilinichna. Maria Ilinichna n'est pas une épouse de général au sens soviétique traditionnel. Elle n'accompagne pas son mari aux réceptions officielles. Elle ne porte pas les décorations qu'il a reçues. Elle ne tient pas la maison comme une vitrine de la réussite du mari. Maria Ilinichna est neurochirurgienne. Elle a ses propres gardes de nuit, ses propres urgences, ses propres heures où l'on ne la dérange pas. Le couple s'est connu à l'hôpital militaire de Leningrad, dans les années 50. Tous deux étaient déjà ce qu'ils seraient toujours. Des gens qui travaillaient, qui parlaient peu, et qui s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de choses, dont la première, qu'on ne s'infligerait pas l'un l'autre la prolongation artificielle d'une vie vidée. Ils avaient signé cet accord dans leur jeunesse, avec la tranquille assurance de 2 scientifiques
qui croit savoir ce qu'est la dignité. Et puis viennent les années 80. L'Union soviétique s'effrite. L'armée qui l'a servi pendant 40 ans n'est plus ce qu'elle a été. Liventsov approche de la 60. Il a une tension qui s'emballe, un diabète qui oscille, une prostate qui fait des siennes. Tous les matins, sa femme lui prend sa tension, lui fait un commentaire sec, lui modifie ses doses. C'est elle, désormais, qui veille. Lui, toujours debout à 6 heures, prépare son thé, marche dans la cuisine, regarde par la fenêtre. Le 7 octobre 1989, à 7 heures du matin, il s'écroule sur le sol de la cuisine. Sa femme, qui terminait sa nuit dans la chambre à côté, entend le bruit de la chute. Elle arrive en quelques secondes. Elle sait immédiatement ce qui s'est passé. Elle appelle l'ambulance, retourne son mari sur le côté, vérifie des pupilles, attend. 15 minutes plus tard, l'ambulance emmène Liventsov. À l'hôpital, le ballet des machines et des visages commence. Maria Ilinichna suit, mais elle garde cette distance froide qui caractérise les professionnels dans ces moments-là. Elle voit les médecins essayer. Elle voit Molchanov prendre les choses en main. Elle voit les jeunes internes hésiter devant sa stature à elle, neurochirurgienne, qui connaît la maison mieux qu'eux. Elle signe les autorisations, mais elle lit tout en diagonale. Elle sait ce qui va probablement se passer. 9 jours, a dit Molchanov. 9 jours, et au-delà, il faudra décider. Au 7e jour, quand l'équipe soignante s'approche pour évoquer la suite, Maria Ilinichna donne son accord de principe, comme prévu. Un mot glissé entre 2 portes. Au fond, elle sait que si Liventsov ne se réveille pas dans les 2 jours, tout sera fini. Zina, l'infirmière, fait sa ronde du 9e jour. Elle vérifie des scopes. Pouls minimal, respiration artificielle, activité cérébrale vraiment au niveau d'un légume. Elle replace une perfusion. Elle relève la tête du général doucement pour éviter les escarres. 7 heures du matin. Et c'est à ce moment précis que Liventsov ouvre les yeux. Zina pousse un cri. Maria Ilinichna, qui était restée dans la chambre depuis 5 heures du matin, s'approche. Son mari la regarde, la reconnaît. Il ouvre la bouche, il prononce un mot. Un seul, son prénom à elle. Et tout le reste déjà connu, suit. Molchanov arrive, test classique, tout fonctionne. Il sort, dans le couloir, cette phrase célèbre. C'est un miracle médical. L'hôpital prévient la presse, les titres paraissent. La nouvelle fait le tour du pays. Les micros se tendent vers la femme, les micros se tendent vers le neurologue. On interviewe le général assis dans son lit, le regard vif, la bouche droite, la voix normale. Les médecins n'ont pas encore vraiment compris ce qui s'est passé. Le dossier médical est un cas d'école. Dans les jours qui suivent, on l'expose dans les conférences, on l'expose à des académiciens, on envoie les scanners dans les instituts. Et c'est au milieu de tout ce bruit que le général fait sa demande. Du papier, un crayon. Il veut écrire. Maria Ilinichna ne pose pas de questions. Elle apporte ce qu'elle trouve. Un cahier d'écolier, un crayon à papier. Elle pose le tout sur la table de nuit. Elle sort. Quand elle revient, plus tard dans la matinée, le général écrit déjà, le visage fixe, la respiration lente. Elle le regarde pendant quelques secondes. Elle ne voit pas son mari. Elle voit autre chose. Quelqu'un d'autre, qui se sert des mains de son mari pour tracer des lettres sur du papier. Le 3e jour, les psychiatres arrivent. Le diagnostic tombe, presque prévisible, psychose post-AVC, syndrome confusionnel, délire mystique de type religieux chez un sujet âgé. Ils sont là pour classer le cas, le ranger dans une catégorie, lui donner un nom. Ils ouvrent le cahier, ils lisent. Et ce qu'ils découvrent leur interdit le confort du diagnostic. Pas de délire, pas de confusion, pas de désordre. Un texte structuré, logique, systématique. Quelque chose qui ressemble davantage à un traité qu'à un cri.
quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la psychiatrie sait décrire. Quelque chose qui ressemble par certains côtés à ce que d'autres traditions plus anciennes, plus lointaines ont décrit. Les psychiatres restent silencieux. Puis l'un d'eux prend la parole. C'est impossible. Tout simplement, cela ne peut pas être. Mais la question la plus intéressante n'est pas peut-être ce qu'a écrit Livensoff. La question la plus intéressante est « Pourquoi lui ?» Pourquoi cet homme, parmi tous les hommes de sa génération, cet officier soviétique, ce matérialiste convaincu, ce logicien rigide, ce scientifique militaire qui n'a jamais lu un livre religieux plus loin que la table des matières, pourquoi est-ce lui qui a tenu un crayon dans ses doigts et a tracé sur un cahier d'écolier ce que d'autres, avant lui, n'avaient jamais réussi à coucher dans ses mots? Pourquoi le choix d'un esprit qui refusera jusqu'au bout de croire ce qu'il écrit? La réponse viendra plus tard. Elle viendra par la voix de Maria Ilyinishna après la mort de son mari. Pour l'instant, dans cette chambre d'hôpital, il y a un cahier, un crayon, un homme qui écrit, et son entourage qui ne sait pas encore que ce qui se joue là dépasse de très loin le cas médical du jour. Ce qui se passe ensuite, dans cette chambre d'hôpital, ne ressemble plus à rien de ce que la médecine soviétique a connu. Un général qui ne s'est pas réveillé en sursaut, un général qui écrit sans s'arrêter, le visage tendu mais absent, les yeux fixes sur la page, comme s'il regardait à travers, derrière, au-delà. Le personnel soignant, les premières heures, observe à distance respectueuse. Puis on essaie. On apporte un plateau repas, qu'il refuse d'un geste. On lui propose de l'eau. Il accepte sans lâcher le crayon. On lui demande s'il veut s'arrêter. Il ne répond pas. Maria Ilyinishna reste là, parfois debout, parfois assise sur la chaise près de la fenêtre. Elle regarde son mari. Elle ne le voit plus. Le contenu, à mesure que les heures passent, devient autre chose qu'un témoignage. Quelqu'un, dans l'équipe, qui a réussi à lire par-dessus l'épaule du général pendant qu'il écrivait, racontera plus tard que le texte ne parle ni de la guerre, ni de l'hôpital, ni de la maladie. Le texte parle de ce qui attend, de ce qui arrive, de ce qui se passe après. 3 mots qui ne reviennent pas dans les conversations normales d'un hôpital militaire soviétique. 3 mots qui, dans cette chambre d'octobre 1989, prennent une consistance presque physique. Le général écrit comme on rédige un rapport de mission. Il numérote, il ordonne, il distingue les catégories, et chaque catégorie ouvre sur une description détaillée, précise, presque clinique, de quelque chose que personne autour de lui n'a jamais vu. Les psychiatres qui se sont présentés au 3e jour d'écriture sont arrivés avec leur grille de lecture, leur batterie de tests, leur assurance professionnelle. Ils ont parcouru les premières pages avec la condescendance de ceux qui s'attendent à voir un cas intéressant, mais classique. Et puis, page après page, leur assurance s'est effritée. Le texte ne correspond à aucune pathologie connue. Il n'y a pas de désorganisation syntaxique, pas de fuite des idées, pas de thématique délirante cohérente avec une psychose post-AVC classique. Il y a au contraire une architecture, une progression, une logique interne, quelque chose qui ressemble à un système. Quand l'un des psychiatres repose le cahier, ce sont ses propres certitudes qui vacillent. C'est impossible, dit-il. Et ce n'est pas un psychiatre qui parle. C'est un homme, debout dans une chambre d'hôpital, qui vient de rencontrer quelque chose que sa formation ne couvre pas. Mais ce n'est pas le psychiatre qui décide, en cette fin d'année 1989, de la diffusion ou de la mise au secret des notes de Livensoff. C'est un mouvement plus large, qui ne s'organise pas dans les antichambres officielles, mais dans les conversations basses, à la sortie de l'hôpital, entre 2 services, entre 2 équipes qui se croisent. Au début, on s'échange le texte comme on s'échange un cas clinique remarquable. Puis le ton change. Les copies, déjà, se multiplient. Les médecins qui ont lu montrent à leurs collègues de confiance.
Les collègues montrent à leurs femmes, qui montrent à leurs maris, qui montrent à leurs amis dans d'autres villes. Au bout de quelques semaines, le texte a quitté l'hôpital militaire de Leningrad. Il voyage vers Moscou, vers Kiev, vers Tbilissi, vers les laboratoires fermés où Liventsov a travaillé pendant des décennies. Chaque copie, à chaque transmission, change un peu de forme, parce que personne n'a eu accès au texte original dans son intégralité et que chacun reconstruit, de mémoire ou de notes, ce dont il se souvient. Le pouvoir soviétique à cette période est en train de s'effriter. La glasnost a ouvert les vannes, mais pas pour tout. Les vérités que l'on peut dire dépendent encore largement de qui les dit et de ce que les autorités peuvent en faire. Officiellement, il n'y a aucune publication des notes de Liventsov, aucune revue médicale, aucun journal littéraire, aucune tribune académique n'en publie la moindre ligne. Officiellement, le cas Liventsov reste un cas clinique atypique, objet de communication réservé à certains cercles spécialisés, sans caractère sensationnel. Officiellement, c'est le silence. Et pourtant, à travers le silence, le texte se propage, comme un fleuve souterrain qui creuse la roche. À la fin de l'année 1989, des dizaines, peut-être des centaines de copies manuscrites ou dactylographiées circulent. On les lit dans les cuisines, le soir, à voix basse. On les prête une nuit, on exige qu'on les rende au matin. On se dispute sur leur authenticité. On se demande si Liventsov est vraiment leur auteur, ou si quelqu'un d'autre, habile faussaire, a monté cette supercherie. Et puis on lit une page, et toutes les questions techniques s'effacent, parce qu'on comprend, au fil de la lecture, pourquoi ces notes n'ont pas été publiées, et pourquoi, en même temps, elles continuent à vivre. Les lecteurs, dans ces conversations privées, ont cette même réaction que les psychiatres dans la chambre. Une réaction qui n'est pas intellectuelle, physique. Un homme, un médecin retraité de Moscou, racontera plus tard qu'il avait commencé la lecture avec une curiosité professionnelle. À la 5e page, il s'était arrêté. Il était sorti marcher, malgré l'hiver. Il avait marché 1 heure dans la rue, sans but, pour faire passer l'étrange malaise qui lui tordait l'estomac. Une lectrice, professeure de philosophie dans un institut fermé, dira avoir mis 3 jours à finir, parce qu'à chaque chapitre, elle devait reposer le cahier et s'en aller. Une autre, simple enseignante à la retraite, dira qu'elle avait fermé la porte de sa cuisine pour ne pas être vue en train de pleurer. Ce ne sont pas là des réactions de lecteurs entraînés au texte mystique. Ce sont les réactions de personnes ordinaires qui tombent, sans y être préparées, sur quelque chose qui ne les concerne pas en tant que matière d'étude, mais en tant qu'être vivant. Et puis arrive ce que la version du récit appelle la nuit de la mort. Un soir, tard, après la 7e journée d'écriture, après ces heures de crayon qui ont vidé l'homme, Maria Ilinichna trouve son mari dans le lit. Il dort, lui semble-t-il. Elle s'approche. Elle voit son visage. Et elle voit qu'il dort avec un sourire paisible, parfaitement incongru sur le visage d'un homme qui a passé 1 semaine à écrire au sujet de la mort, de l'âme et de la chute des civilisations. Elle pose la main sur son front. Froid. Elle appelle l'infirmière. Le général Evgeny Liventsov est mort dans son sommeil, sans bruit, sans lutte, sans cri. Les médecins, arrivés en quelques minutes, parleront d'un infarctus. C'est la version officielle, signée, consignée. Maria Ilinichna sait, dira-t-elle plus tard, que ce n'est pas la bonne. Le cœur de son mari était bon, jusque tard. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est autre chose. Quelque chose qui n'a pas de mots en cardiologie. Quelque chose comme une mission accomplie. Aux funérailles, le cercueil est fermé. La famille ne veut pas qu'on voie le visage. La presse est tenue à distance. Et pourtant, c'est aux funérailles en réalité que la diffusion bascule. Des proches, présents dans la foule, passent des feuillets. D'autres viennent chercher. Quelqu'un a apporté la copie originale que Maria Ilinichna gardait. Quelqu'un d'autre apporte une copie plus récente. Les cahiers circulent entre les mains, comme des cierges qu'on se passerait de l'un à l'autre. Dans les semaines qui suivent, l'explosion silencieuse continue. Et puis,
Après quelques mois, un autre élément s'ajoute, la voix de Maria Ilinichna elle-même. Car la femme, après la mort de son mari, ne s'est pas tue. Elle a accepté, à intervalles, de parler. Pas en public, à des interlocuteurs choisis, soigneusement vérifiés. Et ce qu'elle a ajouté au cahier de Livensov, ce qu'elle a livré au compte-gouttes, transforme du tout au tout la nature du document. Selon elle, son mari n'a pas été choisi au hasard. Le hasard, dans cette affaire, n'existe pas. Si le message est parvenu à quelqu'un, c'était à quelqu'un comme Evgeny. Un matérialiste, un logicien, un homme qui ne croirait jamais, à moins d'y être forcé par l'évidence. Si le message était parvenu à Maria Ilinichna elle-même, à une femme qui croit déjà aux choses que les autres rejettent, il aurait été disqualifié d'avance. Personne n'aurait pris cela au sérieux. Le choix du mari était, littéralement, une protection du message. Le seul messager crédible, dans l'Union soviétique de la fin du XXe siècle, était précisément l'homme qui refuserait de se reconnaître comme messager. Maria Ilinichna parle aussi d'elle-même, dans ses enregistrements qui circuleront bien plus tard. Elle parle d'un don qu'elle a toujours eu et qu'elle a eu toute sa vie. Non pas un don spectaculaire, non pas des visions théâtrales, mais cette perception lente, diffuse, épuisante, d'un monde qui ne se limite pas au visible. Elle décrit l'histoire d'une autre femme, Elena, rencontrée à Leningrad, qui avait ce même don en plus puissant encore. Elena avait 43 ans quand elle est morte. Une mort officielle d'infarctus, comme Livensov. Mais Maria Ilinichna connaît, dit-elle, la vérité. Elena a simplement cessé de vouloir vivre. Son corps s'est épuisé. Son système immunitaire s'est effondré. Une anémie chronique. Une dépression que rien ne soignait. Et derrière ces diagnostics, une autre explication, que Maria Ilinichna livre sans détour. Certaines personnes qui voient plus que les autres finissent par payer cette surcharge, et le monde autour d'elles ne leur pardonne pas. On les accuse de charlatanisme, on les surveille, on les suit, on leur retire leur travail. Elles finissent seules, vidées, redevenues cendres avant l'heure. C'est l'histoire d'Elena. C'est, en des dizaines de variantes, l'histoire de tous ceux qui, dans l'histoire humaine, ont vu ce qu'ils n'auraient pas dû voir. De l'Inquisition aux années soviétiques, les voyants ont été persécutés, non pas parce qu'ils mentaient, mais parce qu'ils dérangeaient. Maria Ilinichna décrit aussi la mécanique du don. Ce n'est pas un privilège, c'est une charge, dit-elle. Une charge physique, psychologique, spirituelle, qui déchire la personne qui la porte. Elle ajoute un avertissement, qu'elle présente comme un principe et non comme une croyance. Le don se ferme lorsqu'on en use mal. Si quelqu'un utilise sa perception pour la gloire, pour l'argent, pour le pouvoir, pour flatter son ego, le don se ferme. Et alors, dit Maria Ilinichna, cette personne se retrouve seule, dans le noir, coupée de la source. Elle se souvient de ce qu'elle pouvait voir, et elle ne peut plus rien voir. Et c'est cela, le véritable enfer. Pas celui qu'on a vu dans les cahiers de son mari, mais celui qu'on se fabrique soi-même, en trafiquant avec ce qu'on a reçu. Puis elle parle de la trajectoire des civilisations, qu'elle a lue dans les notes du général, et qu'elle reformule avec sa voix. Les premières sociétés humaines, nées dans la peur et le froid. Puis la découverte du feu, des outils, des abris. Puis l'écriture, les arts, la philosophie. Puis les religions, les morales, les codes. Puis une période d'oubli, où ce qui a été appris commence à se perdre. Puis la technique, l'abondance matérielle, le bien-être. Puis le consumérisme. Puis, presque mécaniquement, le retour au vide, l'effondrement. Maria Ilinichna dit que la plupart des civilisations qui ont vécu dans cette galaxie ont disparu. Elles ne sont plus que des ruines. Et nous, à la fin du XXe siècle, sommes, selon ses mots, exactement dans cette phase
où le confort se retourne contre celui qui l'a construit. À la fin, presque comme un sceau, elle prononce une phrase qu'on retiendra. La voici, dans sa nudité. Ne nous croyez pas sur parole. Vérifiez par vous-même. Et, après un silence, cette autre phrase, qui n'est plus une invitation, mais un marqueur. Si vous avez lu ces notes, et que vous sentez qu'il y a en elles une part de vérité, écrivez 3 mots. Je suis encore vivant. On ne saura pas si elle le savait en prononçant cette phrase. Mais ces 3 mots, dans les années qui ont suivi, sont devenus, pour ceux qui les ont lus, autre chose qu'une invitation. Ils sont devenus une manière de se reconnaître, de loin, dans un couloir, dans un forum, dans la queue d'un musée, sans avoir besoin de se parler. Une manière de dire « je sais, j'ai lu. Je suis, comme toi, traversé par ce que Liventsov a écrit. Et je suis encore là. » Pendant les semaines qui suivent la mort du général, à Leningrad, à Moscou, dans les cuisines et les antichambres du pays, 2 versions s'affrontent, sans se rencontrer vraiment. La première est dite à voix basse, par ceux qui ont tenu le cahier entre leurs mains et qui n'arrivent plus à parler d'autre chose. Selon eux, Liventsov a vraiment été là-bas. De l'autre côté, c'est-à-dire quelque part que la langue russe n'a pas de mots pour décrire. Il a vraiment traversé. Il a vraiment vu. Et ce qu'il a écrit, dans ses nuits de crayons et de cahiers d'écolier, est le compte-rendu fidèle d'un voyage qu'aucun vivant n'a jamais fait et qu'aucun vivant, officiellement, ne peut faire. La deuxième version, beaucoup plus prudente, beaucoup plus défendable, est celle que l'on murmure dans les couloirs d'hôpital, dans les laboratoires de neurochirurgie, dans les amphithéâtres de faculté. Selon cette version, Liventsov a fait un accident vasculaire cérébral majeur, il a passé 9 jours dans un coma pharmacologique, son cerveau a été marqué dans une zone où se trouve la parole, la mémoire, la logique. Et ce qui sort de sa plume n'est rien d'autre qu'une construction de l'esprit en désordre, doublée d'un délire mystique de fin de vie. Les mots, dit cette version, ne sont rien. Les visions non plus. Tout cela n'a que la valeur d'un cas clinique intéressant. Les médecins qui ont vu le général de près n'appartiennent pas vraiment à la seconde version, mais ils ne peuvent pas non plus rejoindre la première. Alors ils font ce que font les médecins consciencieux quand ils dépassent les frontières de leur savoir. Ils cherchent d'autres explications. Ils parlent d'hallucinations. Ils parlent de ces images que le cerveau, privé d'oxygène ou comprimé par un œdème, finit par produire, comme un projecteur qui se met à diffuser des formes aléatoires sur un mur blanc. Ils parlent de ces archétypes que la psychologie des profondeurs a décrits, ces grandes images que l'humanité entière porte en elle depuis la nuit des temps et qui ressurgissent à la faveur d'un traumatisme. Ils parlent, en dernier recours, d'une construction du subconscient, un assemblage habile de souvenirs de lecture, de mythes anciens, de philosophies orientales, recomposés par un esprit brillant qui continuerait, malgré l'attaque, à produire du sens, mais dans un cadre pathologique. Molchanov lui-même, le neurologue, glisse parfois dans ses conversations privées « Il aura eu probablement des hallucinations. C'est fréquent après ce genre d'accident. » Mais il ajoute, presque aussitôt, comme pour se corriger, « Cela dit, ce qu'il a écrit est très structuré. Trop structuré pour de simples hallucinations. » Et il n'insiste pas. Le général, de son côté, quand il est encore vivant et que l'on vient parfois le questionner dans sa chambre, balaie toutes ses hypothèses d'un revers de la main fatiguée. Il dit, en réponse au médecin qui lui parle d'hallucination, « Je connais la différence entre l'imagination et la réalité. J'ai vécu assez longtemps pour le comprendre. Ce que j'ai vu était plus réel que la réalité dans laquelle je vis en ce moment. » Cette phrase, les témoins qui étaient dans la chambre ce jour-là s'en souviennent. Ils ajoutent qu'à ce moment précis, sa voix, qui était encore fragile après l'attaque, avait pris une espèce d'autorité tranquille, comme si le général ne plaidait pas, mais constatait. Plus tard, à d'autres visiteurs, il dira autre chose, de plus troublant. Il dira qu'il ne croit pas ce qu'il écrit, que c'est cela le plus terrible,
qu'il est un logicien, un scientifique, un homme qui a passé sa vie à ne croire qu'aux faits, et qu'aujourd'hui, son esprit lui dit qu'il a bien été ailleurs. Mais, ajoute-t-il, une autre partie de lui-même dit que c'est impossible, qu'il y a forcément une erreur quelque part, que son cerveau lui joue un tour. Cette oscillation, entre l'affirmation du témoin et le doute du logicien, est probablement la chose la plus déroutante de tout ce récit. Personne n'a pu dire où s'arrêtait l'une et où commençait l'autre. Et personne ne pourra jamais le dire, justement parce qu'il s'agissait, chez Livensoff, d'un homme qui préférait se taire plutôt que de ne pas être précis. Un psychologue est venu le voir, à un moment, pour des tests de routine. Mémoire, logique, attention, perception. Tous les résultats étaient normaux. Mieux que normaux, compte tenu de son âge et de ce qu'il avait traversé. Le psychologue, en sortant, a noté dans son rapport quelque chose que Livensoff a refusé de signer, et qui circule depuis dans certaines copies. Il est possible que vous ayez vraiment été dans ce lieu. Il est possible que votre esprit ait vu ce que les yeux matériels ne peuvent pas voir. Cette phrase, isolée de son contexte, est l'une des plus ambiguës de toute l'affaire. Elle peut se lire comme une hypothèse clinique, presque timide. Elle peut aussi se lire comme un aveu de défaite du rationaliste face à quelque chose qui le dépasse. Livensoff, semble-t-il, n'a pas voulu en parler. À cette question qui le ronge, ce qu'il a écrit est-il vrai, est-il faux, le général donne lui-même dans la suite de ses cahiers une réponse qui n'en est pas une, mais qui constitue, aux yeux de ceux qui l'ont lu, le cœur du problème et sa clé. Il écrit en substance « Peut-être que c'est exactement cela, le travail du médiateur. Peut-être que cet être, quel qu'il soit, savait que je ne croirais pas si la voix me parlait comme parlent les mystiques. Alors il m'a donné de la logique, il m'a donné du système, il m'a donné du langage de rapport militaire pour que je puisse, malgré moi, accepter ce qu'il avait à me dire. À partir de là, ces notes changent de nature. Il ne s'agit plus seulement du témoignage, il s'agit de la mécanique du témoignage. Pourquoi cette forme-là et pas une autre ? Pourquoi ce messager-là et pas un autre ? Pourquoi, à cette époque précise de l'histoire, dans ce pays précis, à cet homme précis qui ne demandait rien ? Zina, l'infirmière, parle peu, après coup. Elle ne donne pas d'interview, n'écrit pas de mémoire. Mais à celles et ceux qui se hasardent à lui poser la question, elle dit quelque chose de très simple. À la lecture des cahiers, elle a senti un frisson glacé lui passer dans le dos. C'est un mot qu'elle utilise, et ce mot, chez une femme qui a vu des hommes mourir dans des hôpitaux militaires pendant 20 ans, n'est pas anodin. Maria Ilinichna, de son côté, parle de ce qu'elle a vu pendant les nuits où son mari écrivait. Elle parle du visage. Elle dit que ce n'était plus le visage d'un écrivain. C'était le visage d'un médium, d'un canal. La main de Livensoff, dit-elle, paraissait guidée par autre chose. Le regard était ailleurs. La respiration ralentit. Elle ajoute, dans une conversation restée célèbre parmi ceux qui l'ont lu ou entendu, « Regardez son visage. Ce n'est pas le visage d'un homme qui contrôle ce qu'il écrit. C'est le visage d'un passeur, pas d'un écrivain. » Le général, dans ses cahiers, parle aussi de ce qu'il appelle les rencontres. Il dit qu'il a vu des choses qui appartiennent à la vie de personnes qu'il n'a jamais rencontrées. Il donne des noms, des lieux, des détails. Plusieurs de ces personnes, contactées au hasard des recherches, confirmeront plus tard, sous toute réserve, que certains éléments étaient étrangement précis. Il dit aussi qu'il a vu des choses qui, selon lui, se produiront. Dans les années qui ont suivi, disent ceux qui se sont livrés à l'exercice, plusieurs de ces éléments se sont recoupés, de près ou de loin, avec des événements survenus. Mais ce recoupement n'a rien de systématique. Personne n'a pu reconstituer un tableau complet, et la plus grande partie de ce qui est décrit dans les cahiers reste, par construction, hors d'atteinte de la vérification. Ce qui rend ce récit inclassable, et c'est peut-être sa véritable énigme, c'est l'absence complète de tout document officiel. Il n'y a aucune publication dans une revue scientifique ou médicale, soviétique ou internationale. Il n'y a aucune traduction structurée. Il n'y a aucun compte-rendu administratif, aucune communication dans un congrès. Le matériel est composé exclusivement de cahiers manuscrits,
de copies dactylographiées maladroites, de lettres manuscrites, de bribes enregistrées. Pas une seule pièce n'a de provenance vérifiable au sens où l'entend l'archivistique classique. On ne peut pas dire « voici le cahier, voici l'hôpital où il a été écrit, voici la signature du général au bas de chaque page ». On ne peut pas le dire parce que le cahier original, si tant est qu'il existe encore en un seul exemplaire, est caché quelque part, où personne officiellement ne peut le montrer. Ce qui existe, c'est une tradition orale et manuscrite, une chaîne de copies. Et cette chaîne, par sa nature même, est contestable. N'importe quel faussaire habile aurait pu produire des pages entières de ce texte et les introduire dans le circuit, en se faisant passer pour la suite de Liventsov. N'importe quel escroc aurait pu y ajouter, au fil des décennies, ce qui servait ses intérêts. En sens inverse, il y a l'étrange cohérence interne du texte. Quelqu'un qui veut fabriquer un faux, surtout dans la durée, doit faire face à un obstacle majeur, la cohérence. Un texte aussi long, aussi structuré, qui touche à des questions aussi variées que la nature de l'âme, l'évolution des civilisations, le détail de certaines vies privées, ne peut pas être improvisé. Ou alors il faut être un faussaire de génie, qui plus est vivant sur plusieurs décennies et doté d'une connaissance encyclopédique. Mais cette cohérence interne, si elle plaide contre la supercherie, ne prouve rien non plus. Elle peut être le fruit d'un faussaire particulièrement patient. Elle peut aussi être le fruit d'un délire systématique, comme on en trouve dans certaines grandes psychoses. Le psychiatre qui a parlé d'impossibilité n'a pas tranché la question. Il a seulement constaté qu'il ne pouvait pas, lui, avec ses outils à lui, ranger ce texte dans une case connue. Il reste, pour finir, la question de la mort elle-même. Officiellement, un infarctus. Non officiellement, une autre histoire, racontée par Maria Ilinichna et reprise, depuis, dans de nombreuses versions du récit. Cette autre histoire dit, en substance, que le cœur du général Liventsov, contrôlé par les cardiologues au début de son hospitalisation, était en bon état, qu'il n'y avait aucune raison ce soir-là d'un infarctus, que son mari, dit Maria Ilinichna, a simplement décidé de partir, que la mission, telle qu'il l'avait comprise, était terminée, et qu'un homme qui a vu ce qu'il a vu, qui a écrit ce qu'il a écrit, peut, le moment venu, s'en aller sans bruit, dans la nuit, avec sur le visage quelque chose qui ressemble à un sourire. Cette version, comme l'autre, ne peut pas être prouvée. Elle ne peut pas non plus être réfutée. Elle appartient désormais, à part entière, au dossier Liventsov. Et c'est, parmi toutes les pièces, celle qui refuse le plus opiniâtrement de se laisser classer. Au moment où les médecins, dans les couloirs de l'hôpital militaire de Leningrad, échangent leurs hypothèses, 4 familles d'explications se présentent. Et aucune ne s'impose. La première est la plus simple. Psychose post-accident vasculaire cérébral, avec hallucinations structurées, délire mystique, dérégulation massive du système limbique sous l'effet de l'œdème et de la nécrose. C'est l'explication que tiennent prêt les psychiatres qui n'ont pas vu les cahiers. C'est aussi l'explication que tiennent prêt tous ceux qui, à l'extérieur, entendent parler d'un vieux général qui se réveille en écrivant des choses étranges et qui n'ont pas envie de chercher plus loin. La deuxième explication, plus fine, part de l'idée que le cerveau, même partiellement détruit, garde une capacité presque terrifiante à construire du sens. À partir de fragments de mémoire, de sédiments de lecture, de chinois anciens appris dans l'enfance et oubliés depuis, le cerveau lésé fabriquerait, spontanément, une architecture cohérente. Ce ne serait pas un miracle. Ce serait même, dit-on parfois, la preuve que l'esprit humain, même défaillant, est toujours plus fort que le chaos. La troisième explication fait appel à la psychologie des profondeurs. L'esprit aurait puisé, dans le fond commun de l'humanité, ce qu'on appelle des archétypes, des formes anciennes, partagées par toutes les cultures, qui structurent les récits humains depuis l'aube. La mort, l'âme, la lumière au bout du tunnel, le choix, le voyage, le retour. Ce sont là des schémas que l'on retrouve dans toutes les traditions. Et un esprit brillant qui sort d'un traumatisme pourrait très bien, sans le savoir, enfiler ces perles anciennes comme on enfile un collier. La quatrième explication est la plus médicale,
et la plus rare. Il arrive, une fois tous les quelques décennies, peut-être moins, que des patients dont le cerveau est objectivement détruit présentent, sans qu'on sache pourquoi, une récupération fonctionnelle complète ou quasi complète. On appelle cela, dans la littérature, un cas de récupération spontanée. On cite toujours ces cas en disant « cela s'est vu ». On ne dit jamais pourquoi cela s'est vu. Côté rationalité, il y a donc, dans le cas Livensoff, de quoi rassurer toutes les bonnes volontés. Le matériel est humain, les explications sont disponibles. Et l'on peut parfaitement, si on le souhaite, classer ce qui s'est passé dans la catégorie des prodiges médicaux et des délires de fin de carrière, en n'ouvrant plus jamais le dossier. Mais un certain nombre de choses résistent à ce classement. D'abord, ce que les psychiatres eux-mêmes ont constaté après lecture, la structure du texte. Un délire, même riche, même cohérent, ne ressemble pas à ce que les cahiers présentent. Les psychiatres qui ont lu s'accordent sur ce point, même quand ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Le texte, dit-on dans leurs notes, présente une progression rare. On n'est pas dans l'improvisation, on est dans un système. Ensuite, la précision. Le général décrit des lieux, des personnes, des événements qui appartiennent à des vies qu'il n'a jamais croisées. Plusieurs de ces éléments ont pu être recoupés, dans les années qui ont suivi, avec des trajectoires réelles. Ce recoupement n'est pas total, évidemment, il est partiel. Mais un délire ne produit pas, en général, ce genre de recoupement. Ou alors il faut supposer un délire d'un genre nouveau, ce que la psychiatrie n'a pas encore décrit. Face à tout cela, la médecine soviétique, la médecine en général, n'a pas tranché. Elle n'a d'ailleurs jamais vraiment cherché à trancher. L'affaire Livensoff est restée un cas d'hôpital, transmis de professeur à professeur, évoqué dans les staffs, jamais publié, jamais défendu devant une société savante. Officiellement, c'est une récupération fonctionnelle inattendue après accident vasculaire cérébral massif. Officiellement, c'est le triomphe de la réanimation, et la preuve qu'il ne faut jamais désespérer d'un cerveau lésé. Officiellement, il n'y a rien d'autre. Et c'est précisément ce silence officiel qui a permis, paradoxalement, à la légende de se développer. On ne peut pas comprendre pourquoi Livensoff est devenu une légende, pourquoi ces cahiers ont circulé comme ils ont circulé, sans rappeler dans quel pays tout cela s'est passé. L'Union soviétique, à la fin des années 80, était encore, sur le papier, un empire matérialiste. La philosophie officielle, enseignée dans toutes les universités, professée par tous les médias, répétée dans toutes les réunions, tenait que la matière est première, que la conscience est un produit du cerveau, et que tout ce qui dépasse le mesurable relève, au mieux, de l'idéologie bourgeoise, au pire, du trouble mental. Dans cet empire, lire la main, évoquer une vie après la mort, parler de l'âme comme d'une chose qui aurait une réalité, c'était tomber sous le coup de la loi. Pas la loi pénale, en général, mais la loi sociale, qui était sans doute plus efficace encore. Une personne qui se permettait ce genre de discours, surtout à Leningrad, surtout dans un milieu scientifique, se retrouvait disqualifiée, caractérisée, suivie. Les collègues s'écartaient. Les revues refusaient ses articles. Les étudiants, dans les amphithéâtres, baissaient les yeux quand cette personne entrait. On ne la jetait pas en prison. On la vidait de l'intérieur, lentement, par l'exclusion et le silence. Maria Ilyinichna connaissait ce prix. Elle l'avait payé elle-même, en sourdine, toute sa vie. Elle raconte, dans les entretiens qu'elle a accordés, qu'elle a toujours eu, depuis l'enfance, cette perception plus large des choses. Ce que les autres appellent pressentiment, intuition, chance, était chez elle quelque chose de plus constant, de plus dense, de plus fatigant. Elle dit que ce n'est pas un don, que c'est une charge qui ronge le corps, qui use le sommeil, qui creuse les os. Elle dit que les personnes qui portent ce genre de perception sont, en Union soviétique, automatiquement suspectes, accusées de charlatanisme, suivies par les services, privées de leur travail, humiliées dans la presse locale. Elle raconte le cas d'Elena. Elena vivait à Leningrad, 43 ans. Un don
dit Maria Ilinichna, plus fort encore que le sien. Et une vie qui s'est rétrécie autour de ce don comme une peau de chagrin. Une anémie chronique, une dépression que personne n'a jamais réussi à traiter. Une destruction lente du système immunitaire, que les médecins rattachaient au stress et à la malnutrition. Et, à la fin, une mort officielle d'infarctus, comme celle de Livensov. Maria Ilinichna dit qu'Elena n'est pas morte d'infarctus. Elle dit qu'Elena a simplement cessé de vouloir vivre, que le corps a suivi. Cette phrase, quand on l'écoute, est l'une des plus dures de tout le récit. Maria Ilinichna situe Elena dans une lignée. Elle rappelle que les personnes qui voient ce que d'autres ne voient pas ont été persécutées à travers toute l'histoire humaine. L'Inquisition les brûlait. L'Union soviétique les discréditait. Les régimes se ressemblent à cet endroit. Quand quelque chose dérange l'ordre établi s'en débarrasse. Et quand quelque chose dépasse les limites du connu, le connu le range dans la case du fou, du charlatan ou du dangereux. Maria Ilinichna prévient, dans les mêmes entretiens, que le don se ferme quand on l'utilise mal. Si quelqu'un se sert de sa perception pour s'enrichir, pour dominer les autres, pour flatter son ego, le canal se referme. Et cette personne reste seule, dans le noir, sans accès à ce qu'elle pouvait voir. Elle se souvient. Elle ne peut plus rien voir. Et c'est, dit Maria Ilinichna, la forme la plus exacte de l'enfer. Non pas le feu, non pas la douleur, mais la perte, après l'avoir connue, de la lumière qui vous était donnée. Puis elle parle des civilisations. Elle dit que ce qu'elle a lu dans les cahiers de son mari décrit une trajectoire. Premières sociétés humaines, nées dans la peur et le froid. Découverte du feu, des outils, des abris, écriture, art, philosophie, religion, morale, code, oubli progressif de ce qui avait été appris, technique, abondance matérielle, consumérisme, effondrement. Maria Ilinichna dit que la plupart des civilisations qui ont existé dans cette galaxie ont disparu. Elles ne sont plus que des ruines. Et nous, en cette fin du XXe siècle, nous sommes, dit-elle, à la dernière fourche. La fenêtre est presque fermée. Le temps presse. Voilà pourquoi l'affaire Livensov a tenu. Voilà pourquoi, 30 ans plus tard, on en parle encore. Ce n'est pas le cas médical qui a survécu, même si le cas médical en soi est extraordinaire. Ce qui a survécu, c'est la collision. La collision entre un État qui professait publiquement que tout ce qui dépasse la matière est une illusion, et un général qui, contre toute attente, contre toute sa propre formation, contre tout ce qu'il avait professé toute sa vie, a écrit sur un cahier d'écolier que la matière n'est pas tout. La collision entre une philosophie d'État qui excluait toute forme de perception non mesurable et une femme qui vivait avec cette perception, en silence, depuis toujours. La collision entre une langue officielle qui exigeait que l'on dise les choses d'une certaine manière pour qu'elles puissent être publiées, et des textes qui n'ont jamais pu être publiés dans cette langue officielle. Tout l'intérêt de l'affaire, en réalité, est dans cette collision. Et c'est aussi pour cela qu'elle ne se laisse pas résoudre. Car qu'est-ce qu'on pourrait résoudre ? Le cas médical n'est plus à résoudre, il a été décrit par les médecins qui l'ont vu. Le contenu des cahiers n'est pas à vérifier. Par construction, on ne peut pas vérifier ce qu'on ne peut pas voir. La mort du général n'est pas à élucider. Le corps a été enterré, les causes officielles sont signées. La femme est morte, elle aussi, depuis longtemps. Les médecins qui ont vu les choses sont morts, ou très âgés, ou silencieux. Les cahiers, si tant est qu'il en existe un original, sont quelque part dans un carton, dans une armoire, dans un appartement, gardés par quelqu'un qui n'en parle pas. Et la légende, elle, continue. Pas parce qu'elle est prouvée, pas parce qu'elle est réfutée, mais parce que, dans le silence d'un État qui niait tout ce qu'elle affirmait, dans le sous-sol d'une culture qui ne tolérait pas ce qu'elle proposait, dans le cahier d'écolier d'un homme qui ne voulait pas écrire ce qu'il écrivait, quelque chose s'est frayé un chemin jusqu'à nous. Et ce chemin-là, jusqu'à nouvel ordre, ne se referme pas. Le récit se termine, comme il se doit, sur la voix de Maria Ilinichna. 3 mots, qu'elle prononce presque en passant,
dans une conversation qui ne s'adressait pas au monde entier, mais qui est arrivée, malgré elle, jusqu'à lui. Je suis encore vivant. 3 mots en russe. 3 mots qui ne sont pas une profession de foi. 3 mots qui sont un marqueur. Une manière de se reconnaître dans une foule, sans avoir besoin de se parler. Une manière de dire à celle ou celui qui a tenu les cahiers entre ses mains « Je sais, j'ai lu. Je suis traversé par la même chose. Je suis encore là. » Et Liventsov, lui, qui n'a jamais voulu être autre chose qu'un logicien, un matérialiste, un militaire de l'Union soviétique, a probablement accepté, avant de fermer les yeux cette nuit-là avec un sourire, que tout ce qu'il avait professé ne suffisait pas à contenir ce qu'il avait vu. C'est peut-être la seule chose qui mérite, en cette affaire, qu'on la retienne. Non pas que la mort ait été vaincue, mais qu'un homme, qui ne croyait à rien de ce qui dépasse,